Donc, en synthèse, et pour expliquer l'idée de mon intervention, alors moi, je suis un chercheur en droit de l'environnement, mais je suis tombé dans le monde des autorités administratives indépendantes depuis maintenant 3 ans à l'autorité polynésienne de la concurrence. Donc, c'est un sujet que je connais plutôt bien. Et le but de cette présentation, c'est évidemment pas de répéter ce qui a été dit, notamment la présentation de Julien, mais aussi en fait l'ensemble des observations et des questions. Ça sera un peu répétitif et c'est évidemment pas très intéressant. Non, non, ce que je vais faire, je vais vous donner un petit retour d'expérience globale des deux plus jeunes autorités administratives indépendantes de la République, hein, qui sont l'autorité polynésienne de la concurrence et l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Mais évidemment, on va appliquer ça au domaine de la potentielle création d'une AI ou d'une API environnementale. Alors, je vais utiliser le terme AI, mais je ne mets pas de côté API, hein, je veux dire, la personnalité morale, on en a parlé. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelques petits éléments que j'ai entendus ici. Je vais vous parler d'AI au sens plus large que le futur éventuel défenseur de l'environnement, c'est-à-dire que je prends la base d'une autorité administrative indépendante dotée d'un collège, et on va y revenir. Il y a eu un débat intéressant hein, sur la personnalisation ou la personnification au sein d'une AI. Il y a aussi le président. Hein. Quand on a une autorité administrative indépendante dotée d'un collège, le président est souvent une personnalité forte et reconnaissable, et l'on voit bien avec l'autorité de la concurrence nationale. Alors, évidemment, pas aussi forte que les AI à un membre, en fait, mais c'est une personnification qui existe, une personnalisation. Donc, au niveau politique aussi, on a cette possibilité, et le président d'une AI doté d'un collège peut avoir des attributions et un mandat assez extensif. En tout cas, je ne tomberai pas dans le débat AI ou API. Subjectivement, l'API, c'est mieux parce qu'il y a la personnalité juridique. Par contre, certaines AI ont des compétences qui sont tout à fait importantes. J'ai entendu le fait d'ester en justice. L'autorité de la concurrence, elle peut ester en justice hein, sans passer par l'État. Et elle n'est pas dotée de la personnalité morale. L'autorité de la polynésienne de la concurrence peut ester en justice, et elle a esté en justice sans passer par quelconque autorité tierce. Mais c'est vrai que ce n'est pas une généralité pour toutes les AI, alors que ça l'est de base pour une autorité dotée de la personnalité morale. Alors, on ne va pas parler de droit de la concurrence. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le droit de l'environnement et la fameuse création potentielle de cette AI environnementale. Et on va voir seulement, et très rapidement, 4 points liés à ce retour d'expérience, 4 enseignements plutôt personnels d'ailleurs, que j'aimerais transmettre aujourd'hui dans le cadre de cette intervention. Alors, le premier enseignement, c'est qu'il faut être résilient, et on le voit bien aujourd'hui, il y a tellement de questions sur le sujet, je n'utilise pas ce mot de manière innocente, vu qu'il est largement utilisé en droit de l'environnement, mais ce n'est pas la seule raison, parce que quand on parle d'autorité administrative indépendante, il faut être résilient par la patience. Tout d'abord, tout le monde entend toujours la fameuse phrase « votre projet ne verra jamais le jour », ou avec difficulté. Et la doctrine, souvent, elle est créatrice elle propose des idées qui ne voient le jour que bien plus tard. Et quand on voit la création de la CNIL et la loi organique sur les autorités administratives indépendantes et les API, eh bien, il y a 39 ans d'écart quand même. Hein. Donc, pendant 39 ans, c'était quand même un régime tout à fait confus et en tout cas hétérogène. Alors, pour revenir à l'autorité de la concurrence, la Nouvelle-Calédonie et l'autorité polynésienne, hein, l'APC et la CNC, si on se base sur la CNC, elle est devenue active 4 ans après sa création. Hein, elle a été créée par une loi du pays de 2014, donc 4 ans après quand même, c'est long. Et l'APC en Polynésie n'a eu à attendre qu'1 an après l'adoption de la loi du pays, idoine, hein, mais il faut mettre en avant le constat que le droit de la concurrence n'existait tout simplement pas
avant cette loi du pays de 2015. Il n'y avait pas de droit de la concurrence en Polynésie, donc là aussi, il a fallu attendre quand même très, très longtemps. Finalement, enfin, au final, les AAI aujourd'hui et les API, elles ont un régime normatif stable. Et si on reprend l'exemple de l'APC et de la CNC, elles fonctionnent tout à fait normalement. Donc, il faut être patient, certes, mais il faut surtout être résilient par sa volonté et sa conviction d'un tel projet. Et manifestement, tout le monde a une conviction forte dans un tel projet aujourd'hui. Les affirmations du type « ça sert à rien », ça coûte trop cher, ça va tout compliquer et c'est inadapté au contexte, ont été entendus et continuent d'être entendus à propos de l'ensemble des AAI de la République, des plus jeunes ou plus anciennes. Et il y a eu quelques éléments en la matière aujourd'hui, ce matin. Alors, quelques réponses simples à ces déclarations à la lueur de l'expérience que j'en ai dans le Pacifique. Premier point, dans tous les cas, et je dis bien dans tous les cas, en tout cas dès qu'il y a la possibilité de sanctionner, une AAI, même si son activité est réduite ou balbutiante, eh bien, il y a, donc, même si elle a une activité très faible, en gros, eh bien, il y a un effet de compliance, de mise en conformité des acteurs face à la crainte d'être lourdement sanctionné par ce nouvel acteur, ce nouveau joker qui va agir dans le secteur. Donc parfois, l'autorité, elle n'a même pas à agir pour être efficace, et c'est quand même un effet intéressant, sous réserve évidemment qu'elle possède les compétences nécessaires. Point numéro 2, les jeunes autorités du Pacifique, elles fonctionnent avec un budget annuel de moins de 140 000 €, donc c'est peu. Évidemment, si on réfléchit à une AAI ou une API environnementale d'ampleur nationale, et ça va coûter plus cher. Oui, parce que ça va demander beaucoup de moyens, mais ça peut être réfléchi, réalisé de manière rationnelle. Et il faut quand même mettre en avant que beaucoup d'AI, et je pense à l'autorité de la concurrence, eh bien, ce sont des sources de financement pour l'État. Entre 2011 et 2018, l'autorité nationale de la concurrence, elle a prononcé pour 4,5 milliards d'euros de sanctions qui sont tombées dans le budget de l'État. Alors, évidemment, oui, il y a cette situation assez particulière où l'État se condamne lui-même, et c'est un exemple typique, ça arrive, effectivement. Alors, au niveau budgétaire, ça a un intérêt moindre, mais par contre, ça a un intérêt au niveau un peu comme en droit international, et droit international de l'environnement, de shame effect, parce que les AI, elles publient, elles communiquent, et en quelque sorte, le service administratif qui serait condamné en quelque sorte, eh bien, il va déguster en fait au niveau médiatique, et ça peut permettre d'arriver à une forme de compliance aussi un petit peu plus efficace. Alors, troisième point, il y a des économies qui vont être aussi réalisées sur d'autres aspects, parce que quand on crée une AI, on réfléchit à la rationalisation de ses propres institutions administratives. Donc, on ne rajoute pas une couche pour rajouter une couche. Si on rajoute un acteur public, eh bien, ça peut au contraire contribuer à une certaine forme de simplification administrative. Et il faut que ça conduise à une simplification administrative, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Bon, le quatrième et dernier point là-dessus, c'est qu'on a souvent entendu, en ce qui nous concerne dans le Pacifique, pourquoi une autorité de la concurrence dans un contexte insulaire, c'est trop petit, et ça sonne bizarrement à mes oreilles comme pourquoi une autorité environnementale, il y a suffisamment d'organismes qui s'occupent de l'environnement. Le problème avec ce type de question, c'est qu'on bloque une évolution sans penser aux raisons mêmes qui la justifient, et en l'espèce, par exemple, pour l'APIE ou l'AAIE, une meilleure efficacité des sanctions environnementales. On va basculer au second enseignement. Donc, le premier enseignement, c'était il faut être résilient. Le deuxième enseignement, c'est que l'indépendance, elle fonctionne. L'indépendance, elle fonctionne réellement. Quand je parle d'indépendance, je fais référence à l'indépendance face aux autorités publiques, mais aussi aux acteurs du secteur dont on a la charge. Donc, on a vraiment cette double forme d'indépendance, et Julien en a parlé ici, et c'est très important, notamment pour les autorités de régulation, et c'est toujours ce qu'on met un peu en avant. Il faut que les autorités de régulation soient indépendantes des autorités élues, en quelque sorte, en tout cas du pouvoir exécutif, pour éviter les conflits d'intérêts. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais ça a déjà été examiné dans une précédente intervention, l'indépendance des AI, elle n'est pas clairement définie par les textes. La loi de 2017 et la loi organique de 2017 ne définissent pas du tout ce que c'est.
l'indépendance, et la loi organique polynésienne, le statut de la Polynésie française, lui non plus, il ne définit pas du tout ce que c'est l'indépendance. Alors, on pourrait penser que c'est une formule incantatoire, une simple formule incantatoire. Non, ça n'est pas une simple formule incantatoire, ça produit des effets, de véritables effets, mais c'est difficile à définir. Alors, on est obligé de se raccrocher à la jurisprudence du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, et ce n'est pas toujours la méthode la plus claire et la plus intelligible du fait de la grande différence entre les nombreuses AI de la République française. Bon, en synthèse, l'indépendance, pour moi en tout cas, c'est, au vu de la pratique, premier point, ne pas être soumis à un pouvoir hiérarchique, et donc pour une AI, ne pas avoir de ministère de tutelle, c'est très important. Et deuxième point, avoir des membres inamovibles, ou en tout cas protégés, sauf cas très précis. Et là aussi, ça a son importance, parce que les AI, généralement, elles peuvent gêner les autorités publiques plus classiques. Alors, au-delà de ces deux éléments, pas de pouvoir hiérarchique et inamovibilité au mieux, il y a plein d'autres éléments, l'ordonnancement des dépenses, le budget propre, le statut des personnels, les missions. Mais alors là, on est dans une zone un peu nébuleuse, et le débat sur l'indépendance sera toujours ouvert en fait, sur ces points, toujours ouvert face aux juridictions. Mais ça marche. Et c'est intéressant de constater que les autorités administratives du Pacifique, elles sont doublement indépendantes. Elles sont indépendantes du pouvoir national et elles sont indépendantes du pouvoir local, ce qui est évidemment lié aux différents statuts. J'aimerais quand même préciser, parce que c'est un sujet important, on a beaucoup entendu parler du préfet. Alors évidemment, on n'a pas de préfet en Polynésie, on a un haut commissaire qui a des missions peut-être un petit peu plus réduites liées aux compétences de l'État, mais il faut préciser que le travail des autorités administratives indépendantes, peu importe ce qui se passe, ça doit s'inscrire dans une voie de collaboration avec les autorités publiques plus classiques. Parce que dans la plupart des AI, le pouvoir exécutif, en fait, il bénéficie de ce qu'on appelle un pouvoir d'évocation, dans certains cas. Et c'est là où on retrouve la notion d'équilibre des différents intérêts généraux que Julien a énoncés. Le pouvoir exécutif peut évoquer une affaire, c'est-à-dire s'opposer à une décision de l'autorité administrative indépendante pour des raisons d'intérêt général, mais donc autres que, en l'espèce, la protection de l'environnement. Par contre, ça ne serait que dans des cas limités, évidemment, parce que si le pouvoir d'évocation est trop large, l'indépendance, elle n'existe plus. C'est une évidence. En l'espèce, pour les autorités de la concurrence, c'est en matière d'autorisation administrative. Donc, l'indépendance, elle doit permettre de mener à bien ses missions et non de devenir le catalyseur d'une opposition frontale à l'administration. Et je voulais quand même le mettre en avant parce que ça fait peur. Hein. Souvent, ah non, on ne va pas créer une AI ou une API parce que tout de suite, on va se retrouver avec un acteur en roue libre. Non, ce sont de toute manière les AI et les API, elles collaborent avec les autorités publiques, mais elles ne sont pas soumises à ces mêmes autorités. En fait, une AI, elle fait partie de l'administration, mais elle bénéficie d'atouts indéniables. Alors, troisième enseignement, les missions des AI existantes sont transposables pour l'environnement. Et ça, c'est intéressant. OK, je sais, les AI sont très hétérogènes, mais en tout état de cause, pour la plupart, et je prends les autorités de la concurrence comme exemple, elles possèdent trois types d'attributions. Alors, tout d'abord, des attributions en matière de prévention, dites ex ante. Donc, par exemple, les autorités administratives pour les opérations de concentration, qu'on retrouve dans les autorités de la concurrence. Ensuite, elles possèdent des attributions en matière de contentieux, qu'on appelle aussi ex post. Et là, ça sera les pratiques anticoncurrentielles à proprement parler. Et enfin, des attributions consultatives pour les projets de loi ou les propositions de loi, mais aussi plus largement pour tout ce qui concerne l'advocacy, c'est-à-dire que la pédagogie, mettre un peu de pédagogie, et Madame la députée en a parlé, c'est-à-dire avoir un dialogue avec les différents élus notamment, ou les différents acteurs du milieu. Alors, ces trois attributions classiques sont parfaitement transposables dans le cadre d'une potentielle AI environnementale. Alors, les missions ex ante, elles s'inscrivent parfaitement dans le processus des installations classées pour l'environnement, les ICPE, mais pas seulement. J'ai entendu parler des évaluations environnementales. Pourquoi pas, elle pourrait avoir un rôle à jouer en la matière. Pour les missions ex post, alors là,
indiscutablement, c'est les sanctions administratives, clairement. Et j'ai bien entendu que les sanctions administratives étaient la première réponse face à la violation de la règle environnementale. Bien, oui, la potentielle AI environnementale pourra s'en occuper. Alors là, par contre, il y a un certain nombre de règles, on y reviendra, et je ne suis pas sûr qu'une AI type défenseur de l'environnement puisse prendre en charge ce type de compétences pour des raisons purement de procédure. Alors, pour les attributions consultatives, alors là, on a un buissonnement d'organismes extraordinaires en France, en droit national, mais l'indépendance, ça peut amener quelque chose d'intéressant en matière consultative. Mais sur le papier, il n'y a rien qui s'oppose à la création d'une autorité de ce type, et c'est même plutôt logique et rationnel, si en tout cas on veut rendre la protection de l'environnement plus efficace. Alors, dernier enseignement, quatrième, les sanctions administratives sont efficaces. Elles sont efficaces. Et c'est vrai que de nombreuses AI se fondent sur un régime de sanctions administratives et pas un régime pénal. Alors l'explication, elle est simple, c'est plus rapide, c'est plus efficace, en théorie en tout cas, que de passer par le juge pénal. Et aussi, il y a un autre élément à prendre en considération, c'est que de nombreuses AI ne prêtent pas en considération l'aspect de réparation du préjudice. Elles se contentent de sanctionner le comportement répréhensible pour éviter une réitération. Pour avoir son préjudice réparé, en fait, il faut aller voir le juge. Par exemple, pour les autorités de la concurrence, ce sont les juridictions commerciales. Alors, ce n'est pas parce que le régime des sanctions administratives paraît plus facile que l'on tombe dans un quelconque arbitraire. Et c'est ça que je voulais préciser très rapidement. Les procédures contentieuses, elles doivent respecter les droits de la défense, dont évidemment le principe du contradictoire. Elles doivent d'ailleurs respecter l'ensemble des principes, des libertés fondamentales processuelles, ce qui, de fait et de droit même, empêche une AI dotée d'une seule personne, un juge unique, de rendre la totalité des sanctions administratives. Pour des procédures simplifiées, peut-être, mais pour des affaires plus complexes, là, il faudra quelque chose de plus costaud, sinon c'est le contentieux et c'est l'annulation devant le juge. Et aujourd'hui, même les autorités administratives indépendantes qui disposent de ces compétences et qui sont très pointilleuses se font annuler leurs décisions parce que parfois, à une étape de la procédure, il y a quelque chose qui a bloqué. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser que les AI, elles sont considérées, alors il y a une dernière décision un peu bizarre de la Cour de cassation, mais elles sont pleinement considérées comme des juridictions quand elles rendent des décisions contentieuses. Donc, c'est assez fluctuant au niveau de la jurisprudence, mais c'est la dernière, elle date du 7 juin 2020. Donc voilà, il y a les recours, on l'a déjà vu, mais les sanctions administratives sont dissuasives, elles sont efficaces, et en plus, pour la plupart des AI, il y a un principe de réitération, par exemple pour l'autorité de la concurrence. Vous fautez une fois, vous vous faites sanctionner. La deuxième fois, eh bien, les sanctions peuvent être beaucoup plus sévères. Et je pense aux sanctions d'injonction structurelle pour l'autorité de la concurrence. En gros, on peut démembrer votre groupe, votre groupe économique, dès lors que vous réitérez l'action négative. Donc, justement, la sanction, elle a un rôle fondamental ici. Bon, pour conclure, oula, j'étais un peu long aussi. Qu'est-ce qu'on peut déduire de l'expérience de ces deux autorités, mais d'un point de vue global? Un, que la création d'une AI environnementale est possible, et quelles que soient les difficultés réelles ou imaginaires. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde est de cet avis ici. Deux, qu'elle paraît parfaitement logique et rationnelle. Et trois, ça ne sera toutefois pas certainement aisé à concrétiser, du moins sous la forme qui plaît à tout le monde. Mais après, il y a la théorie des petits pas. Donc, à court terme, ça paraît un peu difficile, mais on peut y arriver. D'ailleurs, par exemple, l'autorité de la concurrence, elle ne s'est pas faite en un jour. Et on est passé de quelque chose de très consultatif à quelque chose d'assez rouleau compresseur aujourd'hui. Donc, à ce propos, vous avez tous compris que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie avaient la compétence pour créer des AI. C'est assez unique au sein de la République et je trouve que ce serait quand même assez fort, assez cocasse de voir la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie créer une autorité indépendante de protection de l'environnement avant l'État en droit national.
On verra bien, mais en tout cas, nos institutions nationales, elles ont toutes les clés pour se saisir de ce sujet vraiment à bras-le-corps et en tout cas, si elles ont véritablement la volonté de rendre notre droit de l'environnement plus efficient. Marurua, merci à tous.